passer à la question de l'écoute de l'enfant en protection de l'enfance. On a fait exprès de mettre cette table ronde en deuxième partie d'après-midi parce qu'on a eu peur que sinon vous partiez. Recording in progress. Vous partiez tous. Ça, c'est le Zoom. Vous voulez dire qu'on n'a rien enregistré depuis le début de la matinée? Et donc, Emmanuel Gobi va animer et inviter ces intervenants. Vous avez Mireille Cyr. Alors, nous avons, je parle à la régie, Madame Cyr qui va donner une conférence en direct depuis le Zoom. Donc, il faudrait la mettre en intervenant. Et je vous laisse avec Madame Cyr. Emmanuel, si tu peux la présenter. Je vais déjà introduire notre table avec, pendant qu'elle se connecte. L'audition de l'enfant en protection de l'enfance. Il est rare qu'un sujet concentre à ce point l'essentiel de nos exigences juridiques, éthiques et humaines. La parole de l'enfant se situe précisément à cet endroit fragile où se rencontre la vérité recherchée par la justice et la sécurité indispensable à la protection de l'enfance. L'enfant ne témoigne jamais comme un adulte, sa parole n'est jamais neutre. Elle est imprégnée de son âge, de son vécu, de ses peurs, mais aussi de sa capacité parfois étonnante à percevoir et à exprimer l'injustice. Notre responsabilité collective, individuelle, est de créer les conditions qui lui permettent d'être entendu sans être exposé, compris sans être influencé, protégé sans être dépossédé. Comme l'écrivait Janusz Korczak, dont on a déjà parlé aujourd'hui, ce grand pédagogue et défenseur des droits de l'enfant, l'enfant n'est pas un futur homme, il est déjà un homme. Bon, c'était à l'époque, aujourd'hui on dirait il est un homme et une femme, hein. On va quand même faire cette petite précision. Donc dans nos pratiques, ça signifie que le récit de l'enfant mérite toute notre attention, mais aussi notre prudence. La vérité judiciaire ne peut pas être recherchée au prix de sa sécurité psychique. Donc cette table ronde qui s'ouvre aujourd'hui, maintenant, interroge précisément cet équilibre. Comment recueillir une parole d'enfant fiable, respectueuse de sa singularité, tout en évitant des risques de suggestion, de pression, voire de revictimisation. Donc comment articuler expertise, écoute et vigilance dans un cadre juridique qui forcément continue à évoluer. Et donc je suis heureuse de pouvoir vous présenter les intervenants de cette table ronde qui vont nous partager leur savoir. Nous avons la chance, et j'ai le plaisir d'introduire cette table aujourd'hui, avec une invitée dont les travaux ont profondément transformé nos pratiques. Il s'agit de Madame la professeure Mireille Cyr, qui est psychologue à l'Université de Montréal, spécialiste internationalement reconnue de l'audition des enfants victimes. Ses recherches rigoureuses et résolument ancrées dans une approche appliquée ont permis de développer des méthodes d'entretien validées scientifiquement et utilisées aujourd'hui dans de nombreux milieux cliniques, judiciaires, policiers. Vous devez le savoir, elle a contribué à l'adaptation francophone du protocole NIST, qui est devenu le standard aujourd'hui pour optimiser la qualité de recueil de la parole d'un enfant tout en préservant son bien-être psychologique. Ces travaux portent sur deux axes majeurs: la mémoire de l'enfant, afin d'éclairer ses capacités réelles de restitution des événements, et aussi sur les phénomènes de suggestibilité. Je laisse donc la parole à Madame Mireille Cyr sur cette table ronde, l'écoute de la parole de l'enfant
en protection judiciaire et la recherche de la vérité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais je tiens moi aussi à vous remercier pour cette belle invitation. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler quand même, somme toute, assez brièvement de plusieurs sujets qui sont très importants dans le contexte d'une audition, d'une rencontre avec un enfant pour aller chercher ses perceptions. Alors, je vais vous partager mon écran. Bon, c'est bon. Alors, je vais aborder dans cette présentation les facteurs qui sont susceptibles d'affecter les propos de l'enfance. Je vais aborder de façon assez générale et globale. Par la suite, je vais m'attarder à 3 types de facteurs qui sont vraiment déterminants. La suggestibilité des enfants, c'est-à-dire leur propre sensibilité à être influencée, certains aspects du développement des enfants aussi qui viennent influencer ce que l'enfant est capable, ce dont l'enfant est capable de parler, et les questions de l'intervieweur et tout ça avant de conclure cette présentation. Alors, évidemment, parmi les facteurs qui sont susceptibles d'affecter les propos de l'enfant, ben, il y a les objectifs qui sont visés par la rencontre. Est-ce qu'on est là pour essayer de recueillir des faits? Est-ce qu'on veut recueillir des descriptions d'événements précis? Ou on est plutôt là pour recueillir les perceptions de l'enfant, ses sentiments, ses émotions, ses opinions? Donc, évidemment, selon les objectifs visés, les enfants ont plus ou moins de capacité à pouvoir nous fournir certains types d'informations. Le contexte dans lequel est réalisée aussi cette rencontre avec l'enfant vient impacter. Est-ce qu'on est dans un contexte judiciaire, par exemple comme ceux faits par les policiers ou les gendarmes lorsqu'on veut savoir si un enfant a vécu des mauvais traitements, ou on est plutôt dans un contexte d'aide à l'enfance ou dans un contexte clinique? Évidemment, ces contextes-là amènent des demandes de rigueur qui, selon moi, devraient être similaires, mais quand même, on sait que dans le contexte judiciaire, il y a certaines choses, certains types de questions qu'on peut pas vraiment se permettre pour ne pas influencer le discours de l'enfant. Le troisième élément est évidemment les connaissances et les compétences de l'intervieweur. Est-ce que l'intervieweur est bien au fait des capacités et des limites des enfants selon son niveau de développement? Je vais y revenir rapidement tout à l'heure. Est-ce que cette personne-là a des capacités relationnelles, donc une capacité à entrer en relation avec l'enfant et surtout à être capable de s'adapter au style et au développement de l'enfant? Alors, pour 2 enfants du même âge, on pourrait avoir des capacités très différentes et donc ça demande pour les intervieweurs vraiment une grande capacité d'adaptation, alors qu'avec les adultes, l'échange est plus habituel et plus facile. Alors, je vous ai dit, il y a 3 grands facteurs sur lesquels je veux m'attarder. Le premier, c'est la suggestibilité des enfants. Fait qu'on peut se demander c'est quoi la suggestibilité, et la définition que je vais vous donner s'applique aussi bien à des adultes qu'à des enfants, parce qu'évidemment, il y a des adultes qui sont plus suggestibles que d'autres, et c'est vrai aussi pour les enfants. Donc, la suggestibilité, c'est le fait de répondre à une pression qui est exprimée verbalement. Tu es certain qu'il t'a pas dit de pas en parler, ou non verbalement, donc par une attitude faciale, souvent avec un froncement de sourcils, donc quelque chose qui envoie un message qu'on a un doute ou un préjugé sur la réponse. Alors, c'est le fait d'être suggestif, c'est le fait d'être influencé par l'attitude de l'intervieweur. On voudrait avoir une attitude qui est le plus neutre possible. Ça veut pas dire de pas être chaleureux, être neutre, mais on veut une attitude qui est neutre. On veut pas justement être trop chaleureux, ni trop froid. Dans les 2 cas, ça a un impact assez important chez les enfants, mais comme je vous disais tantôt, chez certains adultes aussi. Et c'est le fait de rechercher l'approbation sociale. On veut tous être compris, on veut tous que les autres soient d'accord avec notre opinion ou notre vision. Donc, cette recherche d'approbation sociale-là peut rendre aussi, selon qu'elle est plus ou moins grande, les gens plus ou moins suggestibles. Chez les enfants, quand on s'est mis à étudier dans quelle mesure
on pouvait influencer les enfants ou dans quelle mesure ils étaient suggestibles, on s'est rendu compte qu'il y avait des particularités propres aux enfants. La première, c'est vraiment la conviction que les enfants ont que les adultes, on est des sources crédibles d'information, c'est-à-dire que ce que l'on dit est habituellement vrai. Donc, les enfants n'ont pas tendance à nous corriger si, dans un échange avec eux, on se trompe ou on reprend mal leurs propos ou on déforme leurs propos, souvent de façon accidentelle. Mais les enfants n'auront pas tendance à nous dire « mais c'est pas ça que je t'ai dit ». Donc, ça, c'est un élément qui est particulier aux enfants. On sait aussi que les enfants sentent une pression ou un besoin de fournir des réponses aux adultes. Ils se font interroger à l'école, ils savent qu'ils doivent répondre. Comme parents, quand vous leur posez des questions, ils savent que vous attendez une réponse. Donc, les enfants vont rarement nous dire « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas ça, je ne suis pas capable de répondre à ça ». Donc, les enfants nous informent peu souvent du fait qu'ils ne savent pas les réponses. Ils ont plutôt tendance à nous donner des réponses. Les enfants ont aussi un penchant. Madame Cyr, excusez-moi, je me permets de vous interrompre 5 secondes. Est-ce que vous pourriez mettre votre plein écran? Parce que de notre côté, votre support saute. Et si vous vous mettez en plein écran, logiquement, ça devrait être plus stable. Je suis en plein écran. D'accord, et il n'y a pas de problème. Ça doit être la bande passante, il n'y a aucun problème. Je vous laisse poursuivre, pardon. Pardon de l'interruption. Okay. Bon, désolé, mais de mon côté, je suis vraiment en plein écran. Aucun problème, tout va bien. OK. Les enfants ont aussi une pression à prouver les propos de l'intervieweur. Dès qu'ils ressentent une certaine pression ou une insistance, ou s'ils ne connaissent pas la réponse à la question qu'on veut demander. Donc, ils vont quand même essayer de trouver une réponse à nous dire plutôt que de nous en informer. On sait aussi que lorsqu'on répète une même question au cours d'un entretien, les enfants ont souvent tendance à modifier leur réponse. Pourquoi? Parce que, comme parents, c'est ce qu'on fait tout le temps avec eux. Si vous avez un doute sur une réponse d'un enfant, vous allez répéter votre question. Est-ce que tu as rangé ta chambre? Ta chambre est toute rangée maintenant. Donc, comme parents, on fait ça continuellement et les enfants interprètent vraiment le fait de répéter la question comme étant le fait qu'on n'est pas satisfait avec leur réponse. Évidemment, les enfants qui ont une faible estime de soi, qui sont habitués d'être dans un rapport d'autorité où c'est l'adulte qui a toujours raison, mais ça aussi, ça va venir influencer la suggestibilité de ces enfants-là en entrevue. Bon, évidemment, l'intervieweur a vraiment, ça c'est les capacités des enfants, mais ce qui rend les enfants suggestifs, c'est vraiment aussi l'intervieweur. On veut un intervieweur qui est neutre, mais c'est pas possible d'être neutre. On n'est jamais neutre. On part tous avec certaines attentes, avec des hypothèses, parfois avec des préjugés par rapport aux situations, par rapport à l'enfant, par rapport aux parents que vous rencontrez, mais on peut pas être complètement neutre. Et donc, c'est important d'être conscient de ces attentes-là ou de ces hypothèses-là. On veut essayer d'éviter ce qui est bien connu dans le domaine policier, une perception étroite des choses, ce qu'on appelle la vision tunnel, c'est-à-dire de poser des questions qui vont dans le sens d'une hypothèse qu'on porte et qu'on veut confirmer. Donc, on veut être très attentif à nos propres comportements, nos attitudes, parce que c'est ce qui vient le plus influencer la suggestibilité des enfants. Un autre facteur important, c'est le développement des enfants. Il y a plusieurs domaines clés là, à prendre en compte lorsqu'on rencontre un enfant pour pouvoir avoir accès à son discours, à sa vision propre. Évidemment, le premier, c'est le développement cognitif des enfants. Et ce développement-là évolue vraiment très rapidement entre, je dirais, 4 et de l'enfance jusqu'à 10 ans. Il y a déjà une démarcation très, très grande qui se fait entre un enfant de 4 ans, de 6 ans ou 10 ans. Et le passage à l'adolescence donne aussi d'autres capacités cognitives aux enfants que les plus jeunes n'ont pas. Alors avant, on disait que le développement du cerveau, des capacités cognitives s'arrêtait autour de 16 ans. Maintenant, on sait que ça se poursuit jusqu'à 20-21 ans. Et souvent, on a tendance à surestimer les capacités cognitives des enfants.
Donc, par capacité cognitive, c'est la capacité des enfants à être capables de faire des liens, la capacité de penser de façon abstraite ou d'être capable d'établir, comme je disais, des liens causaux, mais aussi les jeunes enfants sont très concrets. Donc, ils sont très bons pour nous décrire des faits, des situations qu'ils vivent. Les expliquer, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc, le quotient intellectuel aussi des enfants va venir impacter sur leur capacité à expliquer des choses, à tenir compte de certains domaines. Le développement du langage, évidemment, est important parce qu'on est dans une relation où il faut utiliser les mots. Autant les mots pour pouvoir exprimer ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense, que les mots pour comprendre ce qu'on me demande aussi. Et là aussi, d'adapter son niveau de langage au niveau de développement de l'enfant, c'est aussi quelque chose qui est parfois assez difficile ou dont on ne tient pas suffisamment compte. Les enfants, parfois, nous donnent des réponses qui peuvent nous apparaître un peu bizarres. La plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas compris certains mots dans la phrase, parce que les phrases étaient trop longues et donc ils n'étaient pas capables de suivre. Ils n'avaient pas la capacité d'attention pour arriver à suivre l'ensemble, l'entièreté de la phrase. Donc, le développement du langage, de s'adapter au vocabulaire, au rythme de l'enfant aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important si on veut s'assurer que l'enfant comprend bien nos questions et est capable d'y répondre aussi. On a souvent tendance à pas donner assez de temps de réflexion aux enfants et de revenir à la charge avec une autre question, pensant que l'enfant n'a pas compris, alors qu'ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir. Il y a toutes les compétences relationnelles qui se développent évidemment aussi pendant l'enfance. Je vais juste m'attarder au style d'attachement parce qu'on sait que les enfants qui vivent dans des milieux qui sont violents, que ce soit de la violence envers les enfants ou de la violence conjugale, dans des milieux maltraitants, dans des milieux négligents, ont habituellement un style d'attachement qui est évitant. Il y en a plusieurs types et je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai un style d'attachement qui n'est pas évitant, mais insécure, évitant étant un des types des attachements insécures, ben, ma capacité à rentrer en relation avec un étranger, ma capacité d'être capable de faire confiance à une autre personne que je connais pas, et ça dans un temps assez limité, ben, ce sera pas pareil selon le style d'attachement de l'enfant. Ensuite de ça, évidemment, il faut tenir compte des retards de développement, donc le quotient intellectuel verbal, par exemple, des enfants, mais quotient intellectuel de façon large. On sait que les enfants qui ont des déficiences intellectuelles sont plus à risque d'être maltraités, d'être agressés sexuellement. Les enfants qui ont des particularités neurotypiques aussi ont certaines capacités sur le plan du langage cognitif ou relationnel qui sont différents. Donc, c'est important d'être capable de tenir compte des retards de développement des enfants. Et je veux juste vous souligner que les recherches ont clairement montré que les enfants qui vivent en milieu négligent ou maltraitant ont en moyenne 1 année et demie de retard sur le plan du développement du langage. Donc, je vous ai dit, le langage, c'est notre outil pour communiquer avec les enfants. Ça veut dire qu'un enfant de 6 ans possède peut-être le vocabulaire ou le degré de compréhension d'un enfant de 4 ans et demi. Donc, ça demande de s'adapter aux capacités des enfants. Bon, le dernier facteur dont je veux parler, c'est les questions. Parce que les questions, c'est l'outil par lequel on communique avec les enfants. Il y a différentes façons de classifier les questions. J'en ai retenu une là, qui est probablement la plus courante et qui classifie les questions selon 4 grands types de catégories. Donc, les questions ouvertes, qu'on va appeler des invitations, je vais vous définir tout à l'heure, c'est vraiment le niveau, d'où mon triangle à l'envers, c'est le niveau le plus ouvert de questions qu'on peut utiliser. Ensuite de ça, excusez-moi, on a les questions directives. Les questions directives, c'est les où, quand, quoi, comment, qu'est-ce que, quel.
C'est ça. Donc, ça, c'est les questions que l'on utilise régulièrement, là, qu'on connaît bien. Les questions proposant un choix, c'est toutes les questions qui commencent par est-ce que. Donc, ça peut être un choix simple qui se répond par oui ou non, ça peut être un choix multiple. Et les questions suggestives, ben, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, c'est toute question qui amène du nouveau contenu, donc des choses que l'enfant n'a pas abordées, donc souvent qui véhiculent nos hypothèses, ou encore des questions qui mettent une pression par la formulation, par le ton de voix, par l'attitude avec lesquelles elles sont demandées à l'enfant. Alors, plus la question est ouverte, plus on donne la chance à l'enfant de s'exprimer librement, sans l'influencer dans son discours, sans préciser trop de quoi il veut parler. Donc, on va obtenir évidemment un discours ou un récit qui va être plus élaboré, qui va contenir beaucoup plus de détails. Et plus nos questions sont spécifiques, sont précises, ben plus à ce moment-là, on augmente le degré de suggestibilité de la question. Donc, on est plus à risque d'avoir des réponses qui ne sont pas en accord parfait avec le vécu de l'enfant, mais qui sont données pour répondre à un besoin perçu de l'enfant par rapport à l'intervieweur. Alors, de façon plus spécifique, si je reprends chacune de ces catégories-là, les questions fermées ou spécifiques, je vous ai dit, on a les questions proposant un choix. Est-ce que tu préfères vivre avec ton père ou avec ta mère? Est-ce que ton père est gentil ou sévère avec toi? Est-ce que tu crois qu'il voulait te faire mal? Donc, je vous ai dit, toute question qui commence par « est-ce que » est une question proposant un choix. Les questions suggestives, c'est que tu es certain qu'il ne t'a pas influencé. Il a dû dire de ne pas parler de cela. Tu as sûrement eu très peur. Donc, c'est nous qui amenons du nouveau contenu sur des choses que l'enfant n'a pas encore mentionnées. On veut éviter ces questions-là dans n'importe quel type d'entrevue. Pourquoi? Parce qu'elles sont très suggestives. Comme je vous ai dit, souvent, elles partent de nos propres hypothèses, de nos propres a priori, et elles vont vérifier des choses que l'enfant n'a pas mentionnées de lui-même. Elles ont aussi l'impact de diriger subtilement l'enfant vers la réponse qui est souhaitée. Elles peuvent aussi servir parfois à mettre en doute sa réponse. Donc, quand on revient avec un « est-ce que », avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, est-ce que tu as rangé ta chambre? Tu es certain que ta chambre est toute rangée? Donc, c'est une question qui vient remettre en doute la réponse de l'enfant. C'est aussi le fait que les questions proposent un ou plusieurs choix. Elles empêchent l'enfant de réfléchir. Donc, elles sont plus faciles à répondre d'une certaine façon, mais on sait qu'on peut avoir jusqu'à 40% d'erreurs en réponse à une question « est-ce que » de la part de jeunes enfants. Donc, plutôt que de nous informer qu'ils ne savent pas la réponse, les enfants vont répondre en choisissant un des énoncés qui est formulé. Le problème avec ces questions-là, c'est qu'elles ne tiennent pas toujours compte d'un vocabulaire qui est adapté aussi à l'enfant. Le fait que ce soit nous qui amenons des nouveaux éléments dans la discussion, ben on le fait souvent avec le vocabulaire qu'on était habitué d'utiliser, et il arrive que ce vocabulaire-là ne soit pas adapté aux capacités de l'enfant. Ça se peut aussi que ce qui est demandé dans la question dépasse les capacités de compréhension de l'enfant ou sa capacité d'abstraction. Et comme je l'ai dit tantôt, les enfants sont malléables et ont tendance à vouloir plaire. Quand ils participent à une entrevue, à une rencontre, ben, ils veulent répondre aux questions, ils veulent bien faire. Et parfois, ça les amène à oublier de nous avertir qu'ils ne sont pas capables de répondre à nos questions. Alors, ça, c'était pour les questions proposant un choix ou suggestives. Les questions directives, vous les connaissez bien parce qu'on les utilise régulièrement. Donc, c'est des questions comme comment ça va avec tes parents, que font-ils lorsque tu commets une bêtise, comment tu te sens en leur présence, pourquoi n'aimes-tu pas rester avec maman, pourquoi penses-tu qu'ils agissent de cette manière, qui entre maman et papa est le plus attentionné envers toi, quand cela s'est-il produit la dernière fois, où vous étiez à ce moment-là. Donc, c'est les questions où, quand, quoi, comment est
pourquoi. Le problème avec ces questions-là, c'est que même si en apparence, on peut formuler plusieurs types de comment ou plusieurs types de pourquoi, la difficulté de la question varie selon la catégorie d'information qui est demandée. Les enfants sont très bons pour nous dire ce qui est arrivé, les actions, donc comment ça se passe, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait cette bêtise. Les enfants sont plutôt bons pour être capables de décrire leurs propres actions. Au niveau, quand les questions visent l'évaluation, ben là, c'est plus compliqué. Comment tu te sens par rapport à, comment tu penses que telle personne se sent ou, donc, dès qu'il y a une évaluation, qu'il y a un jugement à porter, ben là, c'est beaucoup plus compliqué pour les enfants. Les jeunes enfants ont peu de capacité à ce niveau-là. Je veux juste en profiter pour souligner que pouvoir parler de ses émotions, ben ça demande d'être accompagné par capable de nommer ses émotions. Et là-dessus, comme parents, on fait pas toujours un très, très bon travail. On a souvent tendance, et là je parle de parents, mais on peut l'élargir aux adultes, on a souvent tendance pour consoler les enfants, pour rassurer les enfants, à nier leur état émotif. Hein? Ben non, c'est pas un gros bobo, c'est juste un petit bobo, ça fera pas mal longtemps. Donc on a souvent tendance à, à nier l'émotion de l'enfant plutôt que l'aider plutôt que de la reconnaître et de l'aider à la nommer. Ah, je vois que tu t'es fait un bobo puis tu pleures. Tu dois avoir mal ou tu dois être fâché après toi d'être tombé. Donc, on va plus souvent dans la validation des émotions, ce qui fait que pour certains enfants, ça peut être compliqué d'arriver à nommer comment ils se sentent. Les causes, ça, c'est quelque chose que les enfants ont de la difficulté à expliquer. Et je dirais ça se développe graduellement, là, mais avant l'âge de 10 ans, pour certains enfants, expliquer pourquoi, c'est compliqué. Le pourquoi, je vous dis, c'est une question que vous voudriez enlever de votre vocabulaire. Pour au moins deux raisons. Un, c'est parce que ça demande une justification, ça demande une explication. Et comme je vous dis, les enfants avant 10 ans ne sont pas toujours très bons à être capables d'expliquer ou de justifier. Et c'est aussi la question que, comme parents, on utilise quand on n'est pas content de quelque chose qui s'est passé. Et donc, c'est des questions qui mettent les enfants sur la défensive. Pourquoi tu n'as pas fini de ranger ta chambre? Donc, les enfants sont obligés de s'expliquer, mais ils sentent aussi qu'on n'est pas content. Donc, dans les exemples que je donnais, pourquoi tu penses qu'ils agissent de cette façon-là? Il faut comprendre que c'est une question difficile. Et quand le pourquoi touche l'enfant, pourquoi tu n'en as pas parlé à telle personne, ben ça pourrait aussi mettre l'enfant sur une certaine forme de défensive. Ces questions directives-là servent aussi à clarifier un aspect du discours qui n'a pas nécessairement été très explicité par l'enfant, et ça pourrait aussi s'expliquer parce qu'il n'a pas la capacité développementale de le faire. Donc, son stade de développement lui permet pas d'expliquer, comme je disais, les causes des sentiments ou des émotions. Alors, le dernier niveau de questions, ce sont les questions ouvertes. Que dans le contexte des entrevues d'enquête, on va appeler invitation. Donc, c'est des questions qui sont vraiment très générales, sont très, très ouvertes et qui mettent pas de contenu, ou si on met un contenu, c'est un contenu qui a déjà été offert par l'enfant. Donc, dis-moi tout à propos de cela. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi tout sur le jeu que tu as mentionné. Parle-moi plus de ton père qui est très sévère. Si l'enfant nous a dit que son père était sévère, ben parle-moi plus de ton père qui était très sévère. Le problème avec ces questions-là, c'est qu'elles font pas partie du répertoire naturel des adultes. On parle pas comme ça à nos enfants habituellement. On y va plutôt que des questions très spécifiques, directives, ou des questions « est-ce que ». Donc, même si en apparence, elles sont faciles d'utilisation, on en voit très, très peu dans les échanges entre les adultes et les enfants, alors qu'on voudrait qu'elles constituent la majorité du discours des enfants. Pourquoi on veut utiliser des invitations? Mais parce que les enfants sont suggestibles. Et ces questions-là ne mettent pas de pression sur l'enfant à ce qui a trait au récit, au contenu de son récit. Elles vont vraiment chercher un discours assez libre de la part de l'enfant.
Le fait qu'on réutilise le discours de l'enfant pour proposer une autre invitation, ben, ça fait qu'on utilise les mots et le contenu de l'enfant. Ça facilite la compréhension de l'enfant parce qu'on ne veut pas utiliser des synonymes, on veut reprendre les mots de l'enfant pour s'assurer qu'il comprenne bien. Donc, on a des meilleures réponses aussi à nos questions. Elles permettent à l'enfant de dire qu'il n'y a rien d'autre à dire, qu'il nous a dit ce qui s'était passé aussi. Et elles s'appuient d'abord et avant tout sur les propos de l'enfant et non sur les hypothèses de l'enquêteur ou de l'intervieweur. Alors, en conclusion, comme je vous dis, c'est vraiment un très, très bref survol là, de certains facteurs, mais j'espère avoir été capable d'aller chercher les facteurs qui étaient les plus pertinents pour vous. En conclusion, on peut dire que recueillir ou accueillir la parole de l'enfant, c'est une tâche complexe et dans laquelle on est susceptible d'altérer la vision de l'enfant. Cette collecte de témoignages-là de l'enfant devrait s'appuyer sur des méthodes non suggestives, donc principalement sur des questions non suggestives et qui visent à soutenir l'enfant dans l'élaboration de son récit. Ici aussi, on souhaiterait que le soutien offert soit le plus possible non suggestif. Je ne veux pas complimenter l'enfant. Je veux soutenir l'enfant. Tu me dis beaucoup de choses, ça m'aide à comprendre, et beaucoup plus neutre que dire et que tu es intelligent et que tu parles bien. Fait qu'on veut vraiment essayer d'être le plus neutre possible. L'intervieweur, évidemment, devrait connaître ce qu'est le développement des enfants et les facteurs qui sont susceptibles d'influencer leur récit. Je vous en ai parlé brièvement de certains. Évidemment, comme je l'ai dit, l'intervieweur devrait être conscient de ses propres préjugés potentiels. C'est peut-être intéressant de prendre le temps de s'asseoir avant de rencontrer l'enfant et juste de repasser pour nous, c'est quoi mes attentes, comment je vois ce dossier-là, qu'est-ce que j'anticipe déjà par rapport à ce qui pourrait se passer. Idéalement, ces sessions-là, vos sessions de rencontre avec les enfants devraient être enregistrées ou filmées et devrait avoir lieu évidemment dans un endroit qui est paisible et qui est exempt de sources de distraction pour vous permettre de remonter le fil de vos questionnements. Parce qu'évidemment, quand on a une vision de tunnel, on ne s'en rend pas toujours compte quand on l'a. Quand on se met à partir sur une hypothèse ou vouloir valider cette hypothèse-là, quand dans le feu de l'action, on n'a pas toujours le temps d'être capable de regarder notre propre fonctionnement. Donc, le fait d'avoir une séance enregistrée, ben, ça peut nous permettre de revoir le fil de ce qui s'est passé et peut-être aussi de pouvoir prendre le temps de regarder à travers les décisions qu'on rend, les conclusions auxquelles on arrive, s'il n'y a pas là aussi une certaine trame de fond qui pourrait venir influencer notre façon de travailler avec les enfants. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le livre que j'ai écrit, dans lequel je discute des capacités des enfants, donc du développement de la mémoire, de la suggestibilité. Évidemment, il y a toute une section de cet ouvrage-là qui est dédiée au protocole du NICHD. Je veux juste ressouligner, ce protocole-là, c'est un protocole d'entrevue, d'enquête à des fins judiciaires. Donc, c'est pas pour tout le monde et il devrait être réservé à ces fins-là. Après ça, le questionnement qui est suggéré, le questionnement ouvert, les invitations dont je vous ai parlé, en font partie et ça peut être intéressant pour tout le monde. Alors, je vous remercie de votre attention et j'espère que le contenu que je viens de vous livrer vous sera utile. Madame la professeure, merci. Vous avez la possibilité de poursuivre cette table ronde où je comprends bien de vous déconnecter. Vous m'aviez dit que vous étiez engagé par ailleurs. L'association CLIA vous remercie énormément de votre présence et de ces transmissions de savoir sur lesquelles nous allons essayer de travailler, notamment avec le groupe que nous avons formé, Protection de l'enfance, au sein de l'association. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Madame Cyr. Bonne continuation. Alors, est-ce qu'il est possible de faire d'incruster la carte mentale? Je ne sais. Ah.
Voilà, donc avec l'association CLIA, nous travaillons sur la parole de l'enfant, mais aussi sur l'interprofessionnalité. Et finalement, cette table ronde est représentative puisque vous avez une professeure, un président magistrat et une avocate au barreau du Luxembourg. Donc je vais vous présenter les deux intervenants qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Monsieur Laurent Gebler, qui est président de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Paris, magistrat expérimenté. Il dirige les formations de la Cour d'appel en matière d'assistance éducative. Vous êtes ancien président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Vous avez joué un rôle majeur sur les réflexions nationales sur la justice des mineurs. Vous avez rédigé plusieurs articles de référence, notamment sur la place du savoir dans la décision judiciaire et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Vous êtes intervenu publiquement assez régulièrement, tant devant les institutions que dans des médias spécialisés, sur la justice des mineurs. Donc voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour que vous puissiez nous partager votre expertise et éclairer nos travaux. Je vous présente également Madame Maître Nathalie Barthélémy, qui est avocate au barreau du Luxembourg, qui est présidente de la commission famille du barreau du Luxembourg. Vous le savez, CLIA est une association internationale et pour nous, il était absolument essentiel d'avoir cette dimension dans nos tables rondes. Donc, Maître Nathalie Barthélémy, comme je vous l'ai dit, est avocate au barreau du Luxembourg depuis maintenant pratiquement 35 ans, donc 36 ans. C'est vraiment un savoir et une expertise absolument incontournable en droit de la famille, particulièrement donc au Grand-Duché. Je crois que vous avez fait vos études à Grenoble. Voilà, une maîtrise à Grenoble. Et donc, vous avez une expertise juridique résolument humaine et engagée. Vous êtes également avocate aux côtés des enfants. J'ai compris que vous exerciez moins cette fonction aujourd'hui, mais vous intervenez sur les dossiers les plus délicats sur Luxembourg. Et vous êtes aussi enseignante chargée d'enseignement au sein des CCDL. Hein, c'est les cours complémentaires de droit luxembourgeois qui participent à la formation obligatoire des avocats du barreau du Luxembourg. Donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous avoir avec nous aujourd'hui. Par rapport à l'articulation de cette table ronde, vous avez au-dessus de vous juste un mot sur cette carte mentale qui peut être assez impressionnante et que nous avons construit avec le groupe Protection de l'enfance donc de CLIA, et qui résume les principales personnes susceptibles de recueillir ou d'interpréter la parole d'un enfant en situation de danger. Donc c'est assez oppressant de voir cette carte-là, mais cette carte-là nous apprend une chose, c'est l'humilité. L'humilité, accepter qu'on peut ne pas savoir, qu'on peut ne pas avoir été formé, et c'est déjà énorme que d'en prendre conscience. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a beaucoup de pression de toutes parts, quels que soient nos métiers. Nous soyons avocats, nous soyons magistrats. Vous le savez, cette quête de temps avec l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, nos travaux à CLIA, c'est essayer de faire un pas de côté, essayer de trouver les moyens de cette interprofessionnalité autour de la parole de l'enfant. Voilà. Donc, et puis, si on n'est pas formé, on essaye de l'être quand on le peut, au moment où on le peut. Merci d'être là et de nous expliquer un petit peu bien comment vous entendez évoquer la parole de l'enfant, la recherche de la vérité, cette difficulté d'aborder la parole de l'enfant en situation de danger. Alors, je vous avoue que il était, je crois, plus simple pour Maître Barthélémy
de vous entendre sur ce point, Monsieur Gebler, pour ensuite rebondir sur les pratiques luxembourgeoises. Très bien, merci. Merci de votre accueil. Oui, parce que j'étais aussi juge des affaires familiales pendant plusieurs années. Alors c'est vrai que le titre de l'intervention là sur la parole, l'enfant à l'épreuve de la recherche de la vérité me gênait un peu parce qu'en fait c'est pas on n'est pas là-dedans quoi. On n'est pas là-dedans, on n'est pas juge d'instruction, on n'est pas. Là, on va évoquer la question de la parole de l'enfant en matière judiciaire civile, hein, et tout particulièrement donc dans des situations en matière d'assistance éducative. Mais on n'est pas dans la recherche de la vérité. L'enfant a sa vérité, comprend telle qu'elle est. Qu'on peut confronter, je veux dire, à aussi d'autres éléments qu'on a dans le dossier, mais l'audition de l'enfant, elle est pas destinée à lui tirer les vers du nez. Ça, c'est important de le dire. En tout cas, dans notre position de juge civil, hein, bien entendu. Donc, j'ai pas de technique particulière, si vous voulez, pour faire dire à un enfant ce qu'il n'avait pas prévu de me dire en arrivant devant nous. J'ai entendu tout à l'heure, c'était Madame Cyr aussi qui parlait c'est important de savoir quand on entend un enfant, c'est de savoir pourquoi finalement, quels sont les objectifs de cette audition. Je dirais qu'il y en a deux qui sont importants parce qu'ils ont tous les deux leurs conséquences et leur cadre. C'est d'une part, le juge entend l'enfant parce que c'est un droit pour l'enfant d'être entendu, de pouvoir dire d'exprimer ses sentiments dans les affaires qui le concernent, et puis d'autre part parce que c'est aussi un élément dans la construction de sa décision. Et la Cour de cassation a aussi rappelé que l'audition de l'enfant en matière civile, notamment devant le juge des enfants, c'est une mesure d'instruction. Donc on va devoir jongler finalement entre ces deux aspects, mais qui ont des incidences différentes. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord faire un rappel quand même du cadre, hein. La question du cadre est quand même très, très importante. On n'entend pas un enfant en justice comme on l'entend ailleurs, même dans un cabinet d'avocat ou dans une école. Donc il y a un cadre qui est important. Et puis ensuite, on verra un peu comment ça se décline concrètement. Alors, en matière de justice civile, on a un cadre un peu comme ça en triangle, en entonnoir, si vous voulez, avec d'abord la Convention internationale des droits de l'enfant. Je crois que on connaît tous cet article 12 qui prévoit que les États garantissent à l'enfant, capable de discernement, ça c'est un point important sur lequel on va revenir, la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. L'organisme approprié, on parlera des auditeurs d'enfants, correspondent à cette définition, et de façon compatible avec les règles de la législation nationale. Donc ça, c'est le cadre général, Convention internationale des droits de l'enfant. Après, nous, en France, je sais pas comment ça se passe au Luxembourg, mais en tout cas en France, on a une déclinaison finalement de ces dispositions dans le Code civil et le Code de procédure civile, les articles 388-1 du Code civil et 338 et suivants du Code de procédure civile, donc qui vont décliner donc cette disposition donc de façon assez générale, de façon commune à toutes les procédures civiles, sans préjudice, dit le texte, des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement. Donc on va parler de l'audition de l'enfant, mais un certain nombre de dispositions, de textes spécifiques à certaines matières prévoient que non seulement l'enfant doit pouvoir être entendu quand il le souhaite, mais parfois qu'il doit être entendu, ou parfois même que son consentement doit être recueilli. Et donc ces dispositions dans le Code civil, dans le Code de procédure civile général, apportent plusieurs précisions par rapport à l'article 12 de la Convention internationale. Un, c'est un principe d'audition par le juge. Et il est bien précisé que seul l'intérêt de l'enfant peut commander que l'enfant soit entendu par une personne désignée par le juge à cet effet. Donc, pour être clair, c'est pas la charge de travail du juge qui doit conduire à déléguer
l'audition de l'enfant. Il doit pouvoir le justifier par l'intérêt de l'enfant. Donc en quoi finalement est-ce que l'intérêt de l'enfant commande à ce que l'enfant soit entendu par un tiers? Alors le juge peut écrire moi je suis nul, j'y connais rien, c'est pas mon job, c'est bon, voilà, il y a des gens spécialisés pour ça, à la limite il pourrait le dire, mais il doit aussi pouvoir justifier, ce qui est peut-être pas toujours fait, dans la pratique. Bon, ça c'est une chose, mais c'est un point qui était quand même important à souligner pour vous, toutes les personnes qui entendent les enfants sur délégation judiciaire. 2, c'est une audition qui s'impose lorsque l'enfant le demande. Et le juge ne peut à ce moment-là écarter, refuser cette audition, cette demande, en le motivant, soit parce que l'enfant n'est pas directement concerné par la procédure. Par exemple, un enfant qui demanderait de 16 ans, qui demande au juge à être entendu pour discuter de la pension alimentaire versée par son père à sa mère, le juge peut écarter cette audition. Motif que il n'est pas directement concerné par l'affaire, ou alors parce qu'il il estime qu'il n'est pas capable de discernement. Bon, on reviendra sur cette question de discernement qui passe sans poser quelques soucis. Donc ça, c'est la deuxième règle. Troisième règle, c'est que l'enfant peut être entendu seul, avec un avocat, ou, on l'oublie un peu souvent d'ailleurs, une personne de son choix. C'est ce que prévoit la loi. Et si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. Alors là aussi, je ne suis pas certain que cette hypothèse se produise. C'est-à-dire qu'un enfant se présente avec je sais pas, son grand frère, son tonton, en disant qu'il souhaite être entendu en sa présence. Je ne suis pas certain déjà qu'il sache qu'il ait le droit de le faire, et d'autre part, quelle serait la réponse de l'institution. Point suivant, c'est que de façon, toujours, là on est sur les textes généraux, c'est que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Voilà. Donc il ne peut pas faire appel des décisions, il est un peu en dehors. Il a le droit d'être entendu parce que la procédure le concerne, mais pour autant il n'est pas partie à la procédure. Point suivant, c'est que le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Alors là, ça pose plein d'autres questions, de savoir comment cette information doit être délivrée et par l'intermédiaire de qui. Alors bon, le Code de procédure civile prévoit que c'est aux parents de l'en informer, ou au tuteur, ou au gardien, par exemple, s'il est placé. Bon, la question qui se pose après, c'est s'ils n'en ont pas informé, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on n'a pas tout à fait la réponse. Et puis le dernier point, toujours dans les principes, dans les règles générales, c'est qu'un compte-rendu de l'audition de l'enfant doit être fait. Alors de façon assez souple, le compte-rendu peut être écrit, le compte-rendu peut être oral, mais en tout cas, et là ça s'inscrit dans le principe du contradictoire, l'audition de l'enfant, c'est pas une audition secrète. Donc un juge ne peut pas dire à un enfant, tout ce que tu vas me dire va rester entre nous. Ça, c'est pas possible. On est dans un cadre qui est un cadre judiciaire. Si l'enfant il a envie de confier des secrets, il les confie à qui il veut, à ses copains, mais pas au juge. Et en tout cas, il faut qu'il sache que les propos qu'il va tenir, alors on pourra les retransmettre, je dirais, de façon adaptée, trier tout ce qu'on veut, mais enfin, l'essence quand même de ce que l'enfant va dire doit être portée aussi à la connaissance des autres parties. Et ça, c'est important que l'enfant le sache également. Donc tout ça, ce sont les règles générales. Après, donc ça, vous les retrouvez donc, dans tous les domaines. On le trouve par exemple en matière de tutelle, en matière d'émancipation, de délégation d'autorité parentale, de retrait de l'autorité parentale, de délaissement, procédure de délaissement, ça fonctionne également, de filiation, toutes les affaires de filiation, de contestation de paternité, de maternité, le nom de l'enfant, et puis évidemment en matière d'assistance éducative. Donc, sauf s'il y a des dispositions spécifiques qui sont prévues par ces textes. Donc là, je vais faire un focus sur l'assistance éducative, où on a en effet des dispositions spécifiques. La première d'entre elles, c'est que l'enfant discernant est partie à la procédure en assistance éducative. Donc ça, c'est quand même la grande différence. Alors pourquoi l'enfant est partie à la procédure ? Pour une raison assez simple. Il y a un principe général selon lequel
l'enfant est représenté légalement par ses parents. En matière d'assistance éducative, on a quand même une hypothèse de départ, c'est qu'on est sur une défaillance de l'autorité parentale. C'est ça l'assistance éducative, qui a mis en danger l'enfant. Donc, il serait assez paradoxal que dans le cadre de la procédure, en tout cas d'assistance éducative, ce soit l'enfant finalement soit représenté par ses parents. C'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on voit souvent, les parents ne peuvent pas désigner un avocat pour leur enfant. L'enfant est une partie, les parents sont une autre partie, donc on n'imagine pas dans un procès civil de droit de la construction qu'une partie désigne l'avocat de l'autre. Bon, c'est la même chose en matière d'assistance éducative. Donc, le juge, l'enfant est partie à la procédure, ce qui veut dire quoi? Ce qui signifie que le juge doit procéder d'office à son audition, c'est-à-dire qu'il doit le convoquer quand il est capable de discernement, même en l'absence de demande de sa part. Donc là, on déroge par rapport au principe général qui fait que le juge est obligé d'entendre l'enfant qui le demande. Là, même quand l'enfant capable de discernement ne le demande pas, le juge doit le convoquer, comme il convoque ses parents, comme il convoque le service gardien, qui sont des autres parties à la procédure. Alors, il a la possibilité de le dispenser, mais uniquement de participer à l'audience, c'est-à-dire en présence de tout le monde. Mais uniquement s'il le justifie par son intérêt. Donc ce qui peut arriver dans un certain nombre de situations. Et la Cour de cassation a bien précisé que c'est pas parce qu'il est dispensé d'être présent à l'audience que le juge est dispensé de procéder à son audition. Autre point important qui découle donc du fait que l'enfant est parti à la procédure quand il est capable de discernement, c'est qu'il doit pouvoir, en revanche, le principe, c'est qu'il doit pouvoir être présent à l'audience. Il a le droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, comme le fait le juge aux affaires familiales, où l'enfant n'est pas parti à la procédure, de dire, bon, on va l'entendre, et puis on déconnecte complètement l'audition de l'enfant de l'audience. Là, pour un enfant capable de discernement, il a sa place à l'audience. Sauf s'il ne veut pas venir, ou si le juge décide de l'en dispenser, comme on l'a dit. Mais il a le droit d'entendre ce qui se dit. Il a le droit d'entendre ce que disent ses parents, de ce que disent les services éducatifs, de pouvoir réagir s'il souhaite réagir. Voilà. Et ça, c'est important. Je veux dire, de même qu'on ne se verrait pas dispenser l'un des parents ou interdire à l'un des parents d'être présent à l'audience, on ne peut pas non plus empêcher l'enfant capable de discernement d'être présent à l'audience. Donc ça, c'est deux points qui sont importants et qui découlent vraiment de cette idée que l'enfant est parti à la procédure. Autre spécificité de l'assistance éducative, c'est que là, à la différence du juge aux affaires familiales, c'est que l'enfant doit procéder lui-même, le juge doit procéder lui-même à l'audition de l'enfant. Le juge, dit le Code de procédure civile, en 182, le juge entend l'enfant capable de discernement, porte à sa connaissance les motifs de sa saisine et l'informe de son droit d'être assisté d'un avocat. Et cette audition, donc, ne peut pas être déléguée à un tiers, comme en matière de droit commun. Ne serait-ce que parce que le juge doit l'informer de ses droits. Et puis, nouveauté introduite par la loi de février 2022, c'est que le juge doit procéder systématiquement à un entretien individuel avec l'enfant, capable de discernement. Donc, soit lors de sa première audition, soit ensuite à l'occasion des audiences. C'est-à-dire qu'à l'occasion des audiences, l'enfant doit avoir un entretien individuel avec le juge et ensuite pouvoir assister à l'audience, sauf s'il ne le souhaite pas. Voilà. Donc, pour le reste, les autres dispositions de droit commun sont applicables à l'assistance éducative et notamment le principe de l'établissement d'un compte-rendu d'audition de l'enfant. On a annulé récemment à la Cour d'appel une décision dans laquelle les parents avaient soutenu que le juge alors il n'y avait pas de greffier déjà, et le juge ne les avait pas informés de la teneur des propos de l'enfant. Il n'y avait rien dans la décision qui établissait que le juge l'avait fait, il n'y avait pas de note d'audience, donc nous avons annulé la décision au nom de ce principe qui s'applique également devant le juge des enfants. Alors, devant la Cour d'appel,
Là, on sait qu'il y a 2 arrêts qui ont été rendus récemment, en juin et juillet 2025, par la première chambre civile, qui a maintenu sa jurisprudence antérieure, selon laquelle donc la chambre des mineurs n'est pas tenue de procéder d'office à l'audition de l'enfant discernant, dès lors qu'il a déjà été entendu par le premier juge, à l'occasion évidemment de la décision qui fait l'objet de l'appel. En revanche, la Cour a rappelé que la Cour est tenue de convoquer d'office, pour le coup, l'enfant qui n'a pas été entendu par le premier juge. Alors, c'est assez peu fréquent. Généralement, les enfants discernants ont été entendus par le juge des enfants. Maintenant, il peut arriver que pour parfois des raisons tout à fait pratiques, il était en vacances, donc s'il n'a pas été entendu, là, la Cour va devoir le convoquer d'office. En revanche, s'il a déjà été entendu par le juge, ce n'est pas une obligation pour la Cour. Elle peut le faire si elle l'estime utile, nécessaire, mais elle n'a pas l'obligation de le faire dès lors que l'enfant ne le demande pas lui-même. Donc l'enfant qui a déjà été entendu par le juge des enfants peut demander à la Cour d'être à nouveau entendu, s'il le souhaite, et à ce moment-là, la Cour devra l'entendre. Alors le point épineux, évidemment, ça va être cette fichue question du discernement, quoi, qui est, je dirais, autour de laquelle on tourne là depuis des années. C'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock, dont on a du mal à se débarrasser, puisque le législateur, contrairement à ce qu'il a fait en matière pénale, n'a pas fixé d'âge à partir duquel le discernement de l'enfant est présumé. Donc évidemment, toute la question, c'est de savoir quels sont les enfants qui vont devoir être avisés, par exemple, de leur droit d'être entendus lorsque leur audition n'est pas impérative. Comment est-ce que le juge, alors ça vaut aussi pour le juge aux affaires familiales, comment est-ce que le juge peut écarter l'audition d'un enfant de 6 ans qui lui envoie une petite lettre en disant « je souhaite être entendu ». Comment est-ce que le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, peut écarter cette demande d'audition au nom de l'absence de discernement, sachant que, pour simplifier les choses, la Cour de cassation a dit qu'il ne pouvait pas se fonder uniquement sur l'âge de l'enfant. Donc je pense que c'est aujourd'hui une des difficultés majeures qui se posent aux juridictions civiles. Et je faisais le parallèle tout à l'heure avec l'éducation nationale, par exemple. Imaginons que on dise aux chefs d'établissement que seuls les enfants capables de discernement ont le droit, par exemple, d'avoir leur téléphone portable sur eux à l'intérieur de l'électronique. J'essaye d'imaginer comment vous réagiriez. Pour nous, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Avec, évidemment, en plus, toutes les inégalités que ça peut entraîner. Alors après, sur l'audition de l'enfant capable de discernement, donc plus particulièrement là devant devant le juge des enfants, donc j'allais très vite. Il faut savoir évidemment que le juge des enfants entend aussi beaucoup d'enfants qui ne sont pas capables de discernement. Tout à fait, il peut entendre les enfants à n'importe quel âge, mais c'est pas parce qu'il entend un enfant de 5 ans qu'il considère que cet enfant est capable de discernement. Sachant que, encore une fois, pour compliquer les choses, cette notion de discernement, elle implique également d'autres droits, notamment le fait d'envoyer la décision à l'enfant, donc de lui notifier la décision, le fait qu'il ait le droit de faire appel derrière de la décision, et le fait qu'il puisse également être assisté par un avocat plutôt que par un administrateur ad hoc. Donc on voit toutes les conséquences de cette notion de discernement, et que si on estime que si on le fixe trop bas finalement cet âge de discernement, je dirais il faut aller au bout de la logique à ce moment-là. Est-ce qu'on est prêt à envoyer un arrêt de cour d'appel, une décision à un enfant de 8 ans? Donc le juge aussi, on va entendre l'enfant pour étayer sa décision. Sur les modalités, je vais passer rapidement, peut-être des questions là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'ouverture du dossier, je pense que je dirais que l'audition de l'enfant par le juge, on parle d'audition, mais en fait c'est vraiment les yeux et les oreilles de l'enfant qui sont convoqués. L'enfant, on va lui permettre de dire ce qu'il a envie de dire. S'il veut rien dire, il dira rien. Nous à la cour d'appel, on les entend systématiquement avec des avocats, c'est-à-dire qu'on désigne
systématiquement des avocats pour tous les enfants de plus de 10 ans, et c'est avec son avocat que l'enfant décidera s'il souhaite venir personnellement à la cour pour être entendu ou s'il préfère que sa parole soit portée par son avocat, dans les situations où son audition n'est pas obligatoire, c'est-à-dire où il a déjà été entendu par le premier juge. Donc voilà, donc il y a cette possibilité qui est laissée à l'enfant et à son avocat d'en discuter. Mais en tout cas, quand le juge, lui, voit l'enfant pour la première fois, c'est déjà ce qui est important, c'est que l'enfant, voilà, le juge des enfants, il s'inscrit dans la durée, il s'inscrit dans une continuité. C'est-à-dire qu'il va être amené à le revoir, il va prendre des décisions, il va modifier ses décisions au fur et à mesure. Puis un jour, il va clôturer son dossier. Donc je dirais qu'il y a une relation qui se crée entre l'enfant et son juge, entre guillemets. Et pour ça, il est déjà important que l'enfant, je crois même petit, il voit la tête de celui qui va rendre les décisions en ce qui le concerne, qui va peut-être décider qu'il ne va pas rester vivre chez papa et maman, ou qu'il va rentrer chez lui. Ou bon. C'est important que l'enfant, quand il est capable de discernement, qu'il puisse entendre aussi, qu'on puisse lui notifier les droits qui sont les siens, et ça, c'est le travail du juge. Et puis ensuite, évidemment, de lui permettre d'exprimer ses sentiments, le cas échéant, aidé par son avocat. Devant la cour d'appel, c'est un peu différent, parce que là, on est un peu dans un one-shot. L'enfant, a priori, il n'a pas de raison, on ne le reverra plus, quoi. Donc, il faut lui permettre d'exprimer s'il a envie de s'exprimer. Il y a des situations dans lesquelles il n'a pas forcément envie de venir à la cour d'appel, très sincèrement. Quand vous avez des parents qui font appel de toutes les décisions, que l'enfant il est très bien sur son lieu de placement, il a vu le juge le coup d'avant, il va le revoir 2 mois plus tard. Donc voilà, la discussion, je crois que c'est important que l'avocat et l'enfant puissent avoir cet échange pour savoir s'il souhaite que sa parole soit portée, selon quelle modalité. Parce qu'encore une fois, on n'est pas à la cour d'appel le juge habituel de l'enfant. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ces éléments apportés par l'enfant vont être pris en compte dans la décision, au même titre, c'est ce qu'on lui explique, au même titre que les autres, que ce que peuvent dire ses parents, ce que peuvent dire ses éducateurs, et voilà. Et à partir de là, on essaiera de pouvoir motiver notre décision du mieux possible. Merci. La parole est à Maître Barthélémy pour le Luxembourg. Oui, bonjour. J'ai été là depuis ce matin pour écouter un petit peu comment vous fonctionnez. Et je dois dire qu'on n'a pas du tout le même système que vous, ça je dois vous le dire tout de suite. Nous, auditeurs d'enfants, on ne connaît pas. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au Luxembourg. On a l'avocat pour mineurs, donc moi je fais la formation aussi des avocats pour mineurs. On a une formation spécifique, on a une liste au niveau du barreau d'avocats pour mineurs et on intervient normalement dans tous les dossiers où soit les mineurs le demandent, soit les magistrats nous nomment, soit les parents le demandent. Donc les mineurs sont énormément représentés en justice par des avocats, que ce soit au civil, au pénal et devant le juge de la jeunesse, donc si je comprends bien, qui correspond donc un peu à ce qui vient de vous être exposé. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de faire de dire comment on sait, c'est pas la même chose. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que en tant qu'avocat pour mineurs, on a énormément de pouvoir. Quand on est nommé par un magistrat en tant qu'avocat pour enfants, alors on ne se limite pas à rapporter la parole de l'enfant. On a la double casquette, on rapporte la parole de l'enfant et on va chercher l'intérêt de l'enfant. Donc, on a un pouvoir, le magistrat nous donne le pouvoir de nous entretenir avec tout le monde. On appelle les enseignants, on appelle les psychologues, on appelle les pédiatres, on va dans les foyers, on conteste ce que les foyers font si on n'est pas d'accord avec eux. Donc on a un pouvoir, en fait on aide le magistrat dans la solution en lui apportant tous les éléments que lui n'a pas le temps d'aller chercher. Bien entendu, on parle aussi avec l'enfant, ça c'est une évidence puisqu'on est l'avocat de l'enfant.
Donc, j'entendais ce matin, je ne sais plus quel intervenant, de dire qu'il serait bien que l'enfant n'ait qu'un seul interlocuteur. Et en gros, c'est ce que l'on fait, puisque c'est nous qui allons chercher les renseignements. Et l'enfant ne va pas aller raconter son histoire à 15 000 personnes. On se déplace chez les parents. Hein, on va, pour les petits-enfants, moi je ne fais pas venir les petits-enfants dans mon bureau. Moi, je vais sur leur lieu. Et en général, quand on est nommé dans des dossiers où les enfants donc les parents sont séparés, eh ben on va chez papa et on va chez maman, ou on va chez les deux mamans ou les deux papas, tout. Ça dépend de la situation de la famille. Donc on se déplace. Évidemment, les plus grands, on les reçoit dans notre bureau, mais là encore, on les reçoit minimum 2 fois, c'est vraiment le minimum, parce qu'on les reçoit une fois, maman nous l'amène, une fois, papa nous l'amène. Donc jamais on ne se limitera à recevoir un enfant une seule fois. Et quand on va se présenter à l'audience, que ce soit devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge pour enfants, on fera un rapport. Et dans ce rapport, on indiquera ce que l'enfant nous a dit, bien entendu, ce qu'il souhaite que l'on dise au magistrat, mais aussi ce que nous, on a recueilli, avec tous les éléments qu'on a recueillis, ce qu'on pense être le mieux pour l'enfant. Alors c'est très subjectif, hein. De toute façon, c'est pas nous qui allons prendre la décision, c'est le magistrat qui prendra la décision par la suite. J'ai entendu ce matin que l'auditeur d'enfants fait un rapport écrit. Alors nous, on a levé tous nos boucliers à partir du moment où les magistrats ont commencé à nous dire « faites-nous un rapport écrit ». Non, il n'en est pas question. On ne fera jamais un rapport écrit à un magistrat. Pourquoi ? Parce qu'on les retrouve sur les réseaux sociaux après. On retrouve les parents qui rentrent à la maison, qui ont le rapport dans la main et qui disent à l'enfant « Hey, t'as vu ce que t'as dit à ton avocat et ce que ton avocat a été dire ?» Donc ça, et on a de la chance, nos magistrats nous suivent vraiment dans cette direction. On a créé un groupe interdisciplinaire qui fonctionne, avocats, magistrats, intervenants sociaux, foyers, où on a mis ça en place, où on se rencontre une fois par mois et où on vient avec toute notre problématique. Donc les foyers ont des problèmes avec les avocats, nous on a des problèmes avec les foyers, où on peut discuter, où on peut expliquer pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on ne fait pas d'autres choses, et où les intervenants nous disent la même chose. Et où les magistrats viennent aussi dire ce qu'ils souhaitent que l'on fasse. Donc on arrive, bon, on est un petit barreau, hein, on est un petit pays, mais avec tout ça, on arrive à faire avancer la machine et on arrive à se faire entendre. Aussi, pour garder notre indépendance, j'entendais ce matin la même chose concernant le paiement. Que l'auditeur, il doit être payé, il faudrait permettre à tout le monde de pouvoir accéder à cet auditeur. Nous, on s'est battus en tant qu'avocat pour enfants pour que nos mandats se fassent dans le cadre de l'assistance judiciaire. Jamais on ne sera payé par des parents. On ne veut pas, on veut garder notre indépendance, parce que si les parents nous payent, les parents veulent qu'on aille dire ce qu'eux veulent que l'on dise. Donc, on a refusé. Alors, le taux de l'assistance judiciaire étant ce qu'il est, on ne s'enrichit pas avec ces mandats, mais c'était le seul moyen que l'on a trouvé pour assurer pour nous une certaine neutralité vis-à-vis des parents. Autre chose qui nous tient à cœur et qui nous permet que les enfants aient une parole assez libre, c'est que tout ce qui se dit dans notre bureau par les enfants est sous le secret professionnel. On est avocat. Par contre, ce que les parents viennent nous dire ne l'est pas du tout, puisque nous ne sommes pas l'avocat des parents. Et moi, il m'est arrivé d'avoir un dossier où une jeune fille accusait son père d'attouchement sexuel et de viol, où on ne fait pas l'audition. Je voyais tout à l'heure avec le questionnaire, lorsqu'il y a un volet pénal, on a interdiction par le parquet d'entendre l'enfant. On stoppe tout de suite la discussion, on appelle le parquet spécialisé, il y a des policiers spécialisés et les enfants seront entendus une première fois, filmés là, et ils ne seront plus entendus par la suite. Donc ce n'est pas nous, avocats pour enfants, qui allons recueillir ce qui s'est passé. On a eu la déclaration du fait, mais on s'arrête là.
dès qu'il y a ce genre de choses. Pareil, s'il y a des violences à la maison, violences domestiques, que l'enfant nous a relatées, on suit le même système pour que les enfants soient entendus et qu'on ne vienne pas dire qu'on les a influencés ou qu'on leur a dit de raconter quelque chose qui n'était pas la réalité. Après, on rediscutera avec eux, mais on stoppe, on ne va pas discuter là. Donc, j'avais eu ça avec une jeune qui m'avait dit, donc, qui avait déclaré ces éléments. On suit le protocole, elle a été entendue, et moi, j'étais l'avocat de la mineure, dans le droit de la famille, dans un divorce au départ. Donc après, le volet pénal s'est greffé dessus. Et j'ai entendu les parents, j'ai parlé avec la maman, j'ai parlé avec le papa. Et à force de discussion avec le papa, à un moment, le papa a craqué et m'a avoué qu'il était effectivement l'auteur. Et là, il me l'a avoué en dehors du secret professionnel. Eh bien, ce dossier était vite terminé au niveau pénal. Il a été poursuivi, j'ai été entendue, j'ai déposé, et on n'a pas pu remettre en cause ce que j'ai dit, puisque ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas entendu dans le cadre du secret professionnel. Donc, c'est assez... on a vraiment quelque chose de très, très large en tant qu'avocat pour enfants. Parfois, ça nous cause beaucoup de problèmes, puisque c'est clair que les parents ne sont pas toujours sympathiques avec nous. Mais on arrive à faire avancer et à avoir... Alors, il y a des dossiers, ça ne marchera pas, hein, ça, on ne va pas se leurrer, mais dans beaucoup de dossiers, on arrive quand même à faire avancer la machine parce que nous, on a une vue globale du dossier. On ne s'est pas limité à seulement un volet et on arrive donc à regrouper un petit peu tous les éléments et à donner tous ces éléments au magistrat. Alors, il est sûr qu'à l'audience, on fait un rapport oral et les parents sont présents, donc ils l'entendent. Donc, en fonction de l'enfant que l'on va défendre, on l'aura prévenu avant, on lui aura dit ce qu'on va raconter, parce que ça fait partie de notre mandat. Quand le mineur est là et qu'il est en âge de comprendre, je lui dis, moi je vais dire ça, ça et ça. C'est OK pour toi, ou j'ai pas compris, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils savent ce qu'on va dire, donc ils sont préparés. Et il y a souvent des mineurs qui vont nous dire, moi je te le dis, mais je veux pas que tu le dises. Ça, oui. Et, comme j'ai dit, secret professionnel entre l'avocat et le mineur. Et on connaît nos magistrats, on sait chez qui on va plaider. Donc on sait très bien comment on peut dire les choses pour que le magistrat comprenne ce que l'enfant nous a dit sans que l'on dise ce que l'enfant nous l'a dit. Donc moi je dis toujours aux mineurs, quand ils sortent de mon bureau, je dis, Nathalie, elle a les épaules comme ça. Si papa et maman te disent, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as raconté, tu dis, Nathalie, elle m'a dit que j'avais pas le droit. Et en général, les parents n'insistent pas. Alors il y en aura toujours qui vont insister, ça c'est sûr et certain. Mais on voit quand même que ça fonctionne. Alors j'ai entendu aussi ce matin qu'on disait que l'auditeur, une fois qu'il a fait son travail, le dossier est clos. Nous, on est nommé pour les enfants jusqu'à la majorité. Voilà. On suit le mineur jusqu'à 18 ans et on les prend à la naissance. Les bébés qui sont placés, les nouveau-nés, où on sait qu'il y aura des difficultés, ils ont un avocat dès la naissance et on les suit jusqu'à 18 ans. Donc, ils savent. Alors, un bébé ne sait pas, mais un ado sait très bien qu'il peut venir sonner à ma porte. J'étais son avocat à 14 ans. Je suis encore son avocat à 16 ans. Il a un souci, il vient me voir et on discute. Et ils ont la possibilité, chez nous, dans le nouveau code de procédure civile, les mineurs peuvent demander à leur avocat de ressaisir le magistrat et de faire modifier une décision qui a été prise. Donc c'est l'enfant qui est à l'initiative de la procédure, c'est nous qui la faisons, bien entendu, mais au nom de l'enfant, et l'enfant est partie à l'instance. C'est donc une des parties et qui dit, vous avez décidé une résidence alternée, moi ça ne me convient pas du tout, j'en veux pas, vous ne voulez pas la changer, je vais voir mon avocat et c'est mon avocat qui va la faire changer. Et là, donc, on est toujours dans l'assistance judiciaire. Hein. Ça, c'est clair. Tous les mandats pour mineurs, on les fait dans ce cadre-là. Et les parents sont convoqués au tribunal
devant le JAF, et de nouveau, on rediscute de tout cela. Donc, et ça, les mineurs chez nous le savent. Il y a une sensibilisation à l'école qui est faite, et qui est très bien faite depuis la toute petite classe. Donc, aussi à la maternelle, ils le font, mais en primaire, ils ont de nouveau une information. Au lycée, ils ont une information. Les avocats se rendent dans les lycées, on les sensibilise. On fait aussi ce qu'on appelle justice, donc c'est la justice pour les jeunes. On va leur expliquer comment fonctionne un tribunal, quels sont leurs droits. Donc les enfants ont vraiment connaissance du fait, et beaucoup le savent, qu'ils ont le droit d'avoir un avocat, qu'ils ont le droit de contester ce que font leurs parents. Et vous seriez étonné de savoir combien d'enfants débarquent tout seuls dans les bureaux d'avocats en disant « Moi, je veux que tu sois mon avocat parce que je veux changer ça, ça, ça et ça ». Parce qu'il y a une affiche au lycée, parce qu'il y a une assistante sociale qui leur a dit, parce qu'ils ont un copain qui a eu un avocat et comme ça tourne. Et donc, on essaye de faire ce que l'on peut à notre niveau. On a le droit de notre côté, puisqu'on peut le faire, et on seconde le magistrat autant que possible se peut. J'ai entendu ce matin que c'était le bâtonnier qui nommait les avocats pour enfants. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est le juge. Donc, c'est le magistrat qui choisit son avocat. Des magistrats fonctionnent mieux avec certains avocats qu'avec d'autres. Donc, voilà, il y a des binômes qui fonctionnent très bien. Et ce sont les magistrats qui nous nomment. Et on peut refuser un mandat, il n'y a pas de problème. Évidemment, toujours avec des règles déontologiques. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez 12 minutes. Merci beaucoup déjà. Et si vous pouviez venir dans les écoles et dans les lycées en France, ça serait vraiment formidable. Non, je ne voulais pas prendre la parole longtemps. Sur la carte mentale, je vois les personnes susceptibles de recueillir ou d'interpréter la parole de l'enfant en cas de danger. Il n'y a pas les chefs d'établissement. Il n'y a pas les chefs d'établissement, il n'y a pas les IEAPED. Et alors attendez, il y a quand même le cercle professeur, psychologue, assistante. Eh ben, on va rajouter les directeurs d'établissement. Bravo. Et il manque les IEAPED. Il y a plein de choses encore à compléter, mais elle a été très longue à faire. Merci pour la suggestion. J'ai une question. Quand je vous entends dire que c'est le magistrat qui vous désigne parce qu'ils peuvent faire bonne équipe, moi j'entends ça très favorablement. Qu'en est-il si l'enfant ne passe pas avec vous ? Alors, on a la possibilité, on est nommé, on reçoit l'enfant. Si ça ne marche pas, on informe le magistrat. Mais donc, l'enfant peut dire que ça ne passe pas ? Oui, tout à fait. Un enfant peut demander à changer d'avocat. Il faut juste faire attention, parce que ça, c'est un gros problème que nous avons aussi. Quand les parents ne sont pas d'accord avec notre position, vous avez les parents qui, ton avocat, comme dans les petits sketchs, c'est une cruche, elle vaut rien, elle raconte n'importe quoi. Et là, effectivement, quand il y a un mineur qui va demander un changement d'avocat, on est informé et on donne notre sentiment par rapport au changement, par rapport à la demande, disons, en disant oui, c'est normal parce que je viens de m'entretenir avec la maman et j'ai dit certaines choses qui ne lui ont probablement pas plu. Mais si nous, on voit qu'avec le jeune, ça passe pas de nous-mêmes, on va dire il faut nommer quelqu'un d'autre. Mais le jeune peut le demander aussi, et c'est souvent ce qui se fait, oui. Une question pour Maître Barthélémy. Vous êtes désigné par le juge, nommé par le juge, mais vous disiez tout à l'heure, les jeunes débarquent chez nous, dans notre cabinet. Ça se passe comment ? Dans ces cas-là, c'est nous qui demandons notre nomination. Okay. On écrit au magistrat en disant, si on a déjà été nommé avant et qu'il revient après, on est toujours dans la nomination, il n'y a pas de problème. Si c'est un nouveau mandat, alors on écrit effectivement au magistrat compétent en fonction du dossier, en disant, voilà, un tel est venu me voir ce jour, j'ai discuté avec lui, on fait un petit résumé de la problématique et on fait signer au mineur en disant, voilà, j'ai écrit ça au juge, est-ce que c'est conforme à ce que... Et il met sa petite signature en bas et on obtient alors une nomination. Mais il y a une procédure en cours à ce moment-là ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément.
Non, si un enfant vient me voir en me disant mes parents, ils ont maintenant décidé que j'allais seulement un week-end sur 2 et moi je veux une résidence alternée. Ah oui, comme ça, oui, ok. Formidable. Et que les parents ne sont pas d'accord à changer le système, enfin peut-être un est d'accord mais pas l'autre, donc là c'est nous qui le faisons. Merci. Oui, moi je suis également magistrat à la Chambre des mineurs. C'était très intéressant d'avoir le rappel des principes. C'était très clair. La question que je... Je suis là. Voilà. La question que je pose, c'est comment est-ce que nous tous, on adapte ces principes à hauteur d'enfant ? Parce que effectivement, en procédure civile, un enfant parti, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'en assistance éducative que c'est le cas. Et pourquoi ? Et pour quelle finalité ? Pour protéger l'enfant. Donc, qu'un enfant comparaisse systématiquement à une audience face à des parents qui l'ont maltraité, qui l'ont violenté, à cause desquels il est placé, ça pose tout de même beaucoup de questions. Hein, c'est de ça dont on parle. On n'est pas sur un pied d'égalité entre parties. En assistance éducative, l'enfant est en position de vulnérabilité par rapport à ses parents. Donc la présence systématique de l'enfant à l'audience au nom du contradictoire, je trouve qu'elle pose beaucoup de difficultés et l'expérience montre que notamment l'enfant est pris à partie par ses parents et que ces audiences peuvent être très malmenantes pour lui. De même, autre question, au nom du contradictoire, faire un procès-verbal d'une audition relatant in extenso ce qu'un enfant a dit, c'est problématique. Parce qu'un enfant qui est informé que tout ce qu'il dit va être retranscrit à ses parents maltraitants ou qui exercent des pressions sur lui, ben, il ne va rien dire en fait, ou il va en dire beaucoup moins. Donc une pratique plus adaptée est de pouvoir dire à l'enfant, écoute, le compte-rendu, on va l'écrire ensemble. Tu vas me dire ce que tu veux que je dise, et puis de garder une partie de l'information pour soi. On n'est pas dans un non contradictoire, on est dans un principe supérieur de protection d'un enfant. Question du discernement également, question très compliquée, le discernement. Le discernement, la Cour de cassation l'entend dans une acception de protection de l'enfant. C'est-à-dire qu'on l'évalue enfant par enfant, mais aussi acte par acte. Ça veut donc dire qu'un enfant peut être considéré comme discernant pour être entendu, mais non discernant pour recevoir une décision de justice. Hein, toujours dans une logique de protection à rappeler de toute façon. C'est compliqué pour tout le monde d'apprécier le discernement d'un enfant. Le discernement, c'est quoi ? C'est la capacité d'un enfant à comprendre la situation et à exprimer ses sentiments par rapport à une situation. À partir de quel âge ? À la Cour d'appel des mineurs de Paris, l'option est posée sur 10 ans. Est-ce qu'un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans n'est pas capable de s'exprimer sur sa situation de placement, ce qu'il souhaite par rapport à ses parents, ce qu'il ne souhaite pas. Voilà, c'est des questions qui sont immenses et qui, je pense, méritent d'être débattues et posées, mais toujours, je crois, dans cette acception de protection. Voilà. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on adapte les modalités, les grands principes et les modalités de ces grands principes à hauteur d'enfant. C'est tout le débat qu'on a également, donc tu le sais, Anne, au sein de la chambre des mineurs. Hein, comment adapter ? Alors sur la place de l'enfant, déjà il y a c'est le législateur. Hein, je veux dire, donne à l'enfant cette qualité de partie à la procédure. Alors je crois que c'est pour ça aussi que l'avocat a un rôle important, et c'est pour ça que nous on désigne systématiquement des avocats, donc pour être aux côtés de l'enfant, pour lui dire aussi que s'il ne souhaite pas rester à l'audience, il a la possibilité de refuser, mais on ne peut pas exclure d'office un enfant d'une audience au motif que ce qui pourrait se dire. Moi, je pars quand même du principe, si vous voulez, que l'enfant, je veux dire, il envoie des vertes et des pas mûres tous les jours. Et que c'est pas forcément le moment de l'audience qui va être nécessairement le plus violent pour lui.
Et que la violence, c'est aussi parfois pour l'enfant de savoir qu'il y a des choses qui se disent dans son dos et auxquelles il n'aura pas forcément accès. Donc je pense que, et c'est là que la question de l'accompagnement par l'avocat me paraît essentielle, pour apprécier avec lui si, compte tenu du contexte, compte tenu du dossier, compte tenu de la personnalité des parents, sa place à l'audience a un sens, ou n'en a pas, ou pourrait le mettre à mal. Il arrive aussi parfois que, voilà, en cours d'audience, on décide de proposer à l'enfant de sortir. Mais on ne peut pas d'office l'exclure. À partir du moment où on considère qu'il est parti à la procédure, il y a des droits. Et c'est toujours... Le paradoxe quand même, si vous voulez, c'est que c'est toujours finalement au nom de l'intérêt de l'enfant qu'on lui enlève des droits. Et moi, c'est quelque chose c'est pour ton bien, c'est dans ton intérêt, donc tu vas pas être à l'audience, tu vas pas, on va pas te permettre. Et ça, je crois qu'il faut aussi qu'on fasse attention à ça. Oui, il y a des précautions à prendre, mais je crois que la loi, elle est là aussi pour garantir un certain nombre de choses et que quand l'enfant a des droits, il faut lui permettre de pouvoir les exercer complètement. Je vais juste rajouter quelque chose aussi en disant qu'il est très pédagogique pour un enfant d'entendre un magistrat dire à ses parents « ce que vous faites n'est pas bien ». Ça a un rôle énorme pour un enfant, qu'il soit petit ou grand. Parce qu'un petit comprend ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il a la notion aussi. On a cette problématique aussi, nous les enfants, il n'y a pas cette histoire d'âge de discernement. Tout ce qui est affaires jeunesse, les enfants sont présents. Ils ont 1 an, ils ont 2 ans, et ils sont là. Donc, la seule chose que le magistrat peut faire, c'est effectivement les dispenser si il estime que il y a pas lieu de les avoir à l'audience. Et s'il veut entendre un mineur sur un point bien précis, mais pas qu'il soit coincé entre ses parents, il va l'entendre au moment de l'audience, en chambre du conseil, avec son avocat. Et après, on va ressortir de la chambre du conseil. Le magistrat fera un résumé succinct de ce qui s'est dit en chambre du conseil et tirera les conséquences de ce que le mineur lui a dit vis-à-vis des parents. Et ça, c'est très salutaire. Et moi, rien que pour ça, j'estime que c'est une bonne chose. Après, je suis avocat pour mineurs, mais je suis aussi avocat pour parents. Et je pense qu'il est aussi important pour les avocats de savoir ce qui est reproché aux parents pour, le cas échéant, aussi travailler là-dessus avec les parents. Si on n'a pas toutes les infos, on ne peut pas faire notre travail d'avocat correctement. En tant qu'avocat, on doit conseiller nos mandants aussi. Et conseiller nos mandants, on ne peut le faire que si on dispose de tous les éléments. Vous ne pouvez pas, s'il vous manque le plus important du dossier par rapport aux mineurs, comment vous voulez, et d'une, défendre correctement votre mandant, et de deux, le conseiller utilement. Donc je pense que ça fait un tout, et on ne peut pas généraliser. Il y a des dossiers où on dira « oh là là, non, ça, non ». Puis il y a d'autres dossiers où il faut le faire parce qu'on crève l'abcès et on arrive à avancer après. Et sinon, on est sur des non-dits, et on ne va jamais avancer. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait la solution vraiment là, on fait ça ou on ne fait pas ça. Il faut faire du cas par cas. Il faut faire confiance aux magistrats. Ceux qui siègent dans ces audiences-là, ils ont quand même une certaine sensibilité, ils savent ce qu'ils font. Et il faut aussi faire confiance aux avocats. Il faut faire un peu confiance à tout le monde. Et c'est ce que nous, en tout cas, on essaye d'amener dans ces audiences. On sait à qui on a affaire. Vous connaissez, vous savez très bien, en fonction du confrère qui va être de l'autre côté de la barre, si ça va être une audience où on va avoir quelque chose de concret, où on va avoir vraiment du grand n'importe quoi. Et en fonction de ça, vous allez aussi, et le magistrat le fera aussi, faire que l'audience partira dans un sens ou dans l'autre. Mais moi, je ne pense pas aujourd'hui, et j'entends votre position de dire il faut protéger. Mais on ne peut pas dire on va protéger tous les enfants comme ça, parce que chaque enfant est différent. Personne n'a besoin de la même protection. Donc, on n'a pas la solution idéale. Ce n'est pas un contrat où on dit, ben voilà, il y a telle clause et c'est cette clause qui s'applique, parce qu'on doit faire avec du concret
et des enfants qui sont différents, des parents qui sont différents, et on doit jouer avec tout ça, et c'est avec tout ça qu'on va arriver à solutionner le problème. Moi, je voudrais juste te dire, enfin, je trouve que c'est intéressant la position de l'avocat là telle qu'elle existe au Luxembourg, parce que on est en train de se chercher nous par rapport à ça. Voilà, on a c'est beaucoup le CNB, on revendique désignation d'avocats pour des enfants très jeunes, mais alors en même temps pour être quoi? Pour être leur porte-parole, pour défendre leurs intérêts, pour voilà, on sent que voilà les choses, on désigne des administrateurs ad hoc, mais qui sont une notion très juridique de représentation. On sent bien que ça ne colle pas. On s'interroge sur cette effectivement l'idée d'avoir un avocat tout au long de la procédure qui soit une sorte de garant des droits aussi des droits de l'enfant, mais qui ait accès, comme vous l'avez dit. J'imagine que vous avez accès au dossier, vous avez accès les services éducatifs, vous avez droit à des relations directes avec les services éducatifs. Aujourd'hui, la plupart des services éducatifs, ils refusent, ils n'envoient pas leur rapport aux avocats, par exemple. Donc c'est intéressant. Enfin, je trouve moi, je trouve que ça peut aussi nous ouvrir des perspectives sur une évolution de la place de l'avocat dans notre législation, et puis peut-être du coup de se débarrasser de cette fichue notion de discernement. La notion de discernement, je dois vous dire que nous, c'est pas une discussion. C'est pas une discussion. Chaque mineur, et nous on se bat pour que chaque mineur, dès l'ingré d'une procédure, ait un avocat. On y arrive doucement, mais sûrement on va y arriver. Mais on ne discute pas qu'avec les tiers, on discute aussi avec les magistrats. On a un échange avec les magistrats. On n'est pas cloisonné. On n'a pas ce cloisonnement. Alors, comme je dis encore, on est un petit pays, on est de petits tribunaux, mais nous, on a accès à tout le dossier. Du début à la fin, on se présente au tribunal de la jeunesse, on demande le dossier en tant qu'avocat mineur, j'entends, et on voit tout. Les rapports des intervenants extérieurs, les notes du magistrat, manuels, manuscrits qui sont dans le dossier. Donc on a vraiment, et c'est ça qui est très intéressant et qui nous permet de faire un travail constructif, c'est qu'on a tous les éléments, il ne nous en manque pas. Alors parfois les avocats des parents n'ont pas tous ces éléments, ça c'est exact, mais voilà. Comme je dis, il faut travailler au dossier par dossier, on ne peut pas généraliser. Droit de la famille, c'est un petit peu différent parce que là, rares sont les enfants qui sont présents devant le JAF. C'est quand même pas, sauf dans les dossiers où ils sont demandeurs. Quand c'est nous qui les représentons, quand c'est nous qui faisons la demande, qui sommes à l'initiative de la procédure, ils peuvent venir avec nous, pas les plus jeunes, mais les ados, en général, veulent venir aussi pour faire voir aux magistrats que c'est ce qu'ils veulent. Et ils ont bien réfléchi et ils savent expliquer aussi les raisons pour lesquelles ils veulent quelque chose. Et c'est pas plus mal parce que les parents l'entendent aussi, parce qu'en général, ils pensent qu'il y a un des deux parents qui a manipulé l'enfant pour faire cette demande. On va prendre la question suivante. Merci beaucoup, madame. Merci Madame Barthélémy. Du coup, j'avais une question pour Monsieur Gebler qui est en lien avec... Oui, je suis là, excusez-moi. Une question pour vous, c'est-à-dire, et vous avez commencé à y répondre, le système au Luxembourg est formidable en ce sens que ça répond à cette carte mentale. En Allemagne, il y a également un interlocuteur qui fait la même chose dès les 3 ans de l'enfant. Alors, ce n'est pas un avocat pour enfants, c'est un interlocuteur privilégié qui va aussi dans les écoles et partout où est l'enfant. Et donc, ma question, c'était quid d'un auditeur d'enfant qui joue ce rôle-là, puisqu'on se pose la question dans notre groupe de travail protection de l'enfance. Alors auditeur, oui, le terme d'auditeur est peut-être un peu restrictif. Je crois que l'idée, ce serait plus celle, voilà, c'est d'une personne qui pourrait garantir les droits de l'enfant, parce que quand il est petit, il n'a pas de parole à porter. Alors c'est vrai que la critique qui est faite, en tout cas à cette idée-là, c'est de dire mais finalement cette personne-là, quelle est sa légitimité par rapport à celle des éducateurs, par rapport à celle il va venir nous dire ce que lui pense. Selon lui, quel est l'intérêt de l'enfant? Voilà, ça c'est je fais l'avocat du diable, mais sur les désignations, c'est une vraie question. Il sera pas le porte-parole de l'enfant.
De même qu'on peut se dire aussi s'il est à la fois garant de ses droits et de son intérêt, quid lorsque l'enfant de 14 ans, de 15 ans exprime des revendications que l'avocat ou l'auditeur ou appelons-le comme on veut, estime contraire à son intérêt. Il demande la main levée de son placement alors que on est convaincu que c'est pas dans son intérêt. Donc ça pose des questions, ça nécessite vraiment, je pense, de repenser la question de cet accompagnement de l'enfant. Moi, ça me paraît en tout cas, on s'arrête au milieu du gué avec cette histoire d'administrateurs ad hoc. D'ailleurs, ils sont pas financés, enfin, sont pas, bref, qui fonctionnent très peu aujourd'hui, si ce n'est sur la bonne volonté dans quelques juridictions. Mais on a vraiment quelque chose à réfléchir autour de ça. Donc, qui, comment, avec quel financement. C'est vrai qu'il y a des avocats maintenant qui sont formés. Je me souviens quand on était avec Dominique, quand il y avait eu le groupe sur les états généraux de la justice. C'est le moment où justement les avocats, avaient été créés cette spécialisation donc d'avocats pour enfants. On avait considéré nous que c'était l'avocat qui serait le mieux placé pour exercer ce rôle du début à la fin, sous réserve de redéfinir le contenu exactement de sa mission. Bon, on a été percuté assez vite puisque en même temps qu'il y avait les états généraux, le législateur a sorti cette histoire d'administrateur ad hoc, qui finalement a un peu bloqué les choses. Mais il y a vraiment quelque chose à penser de ce côté-là. En tout cas, ce qui était certain, c'est encore l'enfant capable de discernement. Bon, c'est droit, il peut être cité d'un avocat, il peut dire ce qu'il a dit, puis à la limite, il est mal dans son foyer, il fugue. Enfin bon, il a des moyens. Bon, l'enfant qui a le petit, lui, il est quand même beaucoup plus démuni. Et donc, c'est comment garantir aussi qu'un petit enfant de 5 ans va pas être trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil, qui va pas être séparé indûment de ses frères et sœurs, qui va pas se retrouver pendant un an avec les droits de visite des parents, il va pas pouvoir les voir parce que le service mandaté est pas disponible, parce que voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et je pense qu'il serait vraiment important qu'on avance sur cette question-là. Donc il y a certainement plein de professionnels qui seraient susceptibles de pouvoir remplir ce rôle, mais évidemment on est professionnels formés, rémunérés pour ce faire, et donc ça pourrait être en effet, l'avocat pour moi serait en première ligne pour pouvoir exercer cette fonction. En plus les avocats y restent, on serait que les juges y tournent, tout le monde tourne, les éducateurs y tournent, les avocats finalement sont les plus stables souvent dans le parcours d'un enfant. Et pour moi c'était une piste en tout cas qui était vraiment à continuer à essayer d'approfondir. Par rapport à cette idée d'approfondissement, c'est aussi une question de cadre. Et aussi de déontologie, parce que c'est vrai que l'avocat pourrait répondre, pourrait être vraiment la personne idéale pour ce genre de mission. Après, la difficulté, c'est que l'avocat est tenu à une déontologie et doit tirer son mandat de quelqu'un. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir à est-ce que c'est exclusivement l'enfant ? Parce que si on commence à se décentrer finalement du mandat et d'aller vers une interprétation de ce que peut être l'intérêt de l'enfant, mais décentré de la parole de l'enfant, on n'est plus vraiment dans le mandat de l'avocat. Alors je vois Dominique Attias qui réfléchit beaucoup à ces questions. Ça serait intéressant de vous avoir sur ce point-là. Et où est le micro ? Voilà. Non mais... C'est une réflexion, j'ai pas dit que c'était une vérité, mais c'est une interrogation sur le cadre. Ce dont nous avions réfléchi dans le cadre du groupe dans les états généraux de la justice, où il y avait toutes les professions étaient représentées, il y a une différence entre un enfant, par exemple, qui naît, comme chez vous, qui a un avocat qui est désigné, qui est garant de ses droits. Il n'a pas la même fonction que celle de l'avocat qui est avocat d'un enfant qui discerne et qui peut choisir son avocat. C'est-à-dire que lui, il est là pour être garant de ses droits. Et comme l'a dit M. Gebler, c'est effectivement de vérifier qu'il ne reste pas trop longtemps à la pouponnière, qu'il peut rester avec son frère ou sa sœur jumelle, bref. Il y a une différence dans la fonction de l'avocat. Il ne porte évidemment aucune parole tant que l'enfant n'a pas la parole, mais il est garant des droits de cet enfant, car il n'y a aucune raison qu'un enfant, à partir de X âge décidé par un juge,
en plus, et des droits plus qu'un autre, alors qu'un petit, lui, n'a aucun droit, si ce n'est éventuellement d'être désigné par une sorte de diplodocus à roulettes, qui est l'administrateur ad hoc, qu'on cherche désespérément dans la France entière, parce qu'il y en a quasiment peu. Alors, il y a des endroits où il y en a, et il y en a d'autres où il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de formation, alors que nous, non seulement on a la formation, mais en plus, il y a des... Alors, c'est pour ouvrir le débat, c'est que dans certains tribunaux, vous avez des avocats qui sont désignés comme administrateurs ad hoc. Et on a vérifié, notamment au niveau du Conseil national des barreaux, les problématiques de responsabilité et autres. Il n'y a aucun problème. On prend une responsabilité spécifique. On a notre déontologie qui est de toute façon la déontologie de l'avocat qui couvre évidemment la mission de l'administrateur ad hoc. Et donc, c'est aussi une solution si la France s'arc-boute avec cette histoire d'administrateur ad hoc. Mais je crois que je regrette d'être trop âgée, autrement je viendrai au Luxembourg. Encore une Merci. question pour Maître Barthélémy. Vous aviez dit que les avocats pour mineurs ont énormément de pouvoir, mais qu'en est-il de leur formation? Ils sont formés comment? Oui, justement, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille encore aujourd'hui. Donc nous, au barreau, donc au sein du barreau, au sein du Conseil de l'ordre, on donne une formation aux avocats qui souhaitent faire des mandats pour mineurs. Donc on les prend, on a des ateliers, donc sur une journée complète, on a des intervenants, on a des ateliers et par la suite, on a ce qu'on appelle des follow-up. Donc ils doivent faire encore des formations pour pouvoir rester sur cette liste avocats mineurs. Par la suite, ils peuvent apparaître sur une liste avocats mineurs qui est remise par le barreau aux magistrats. Donc c'est une formation que l'on... Pardon ? Une formation permanente, au fond. Oui. Mais à côté de ça, ils peuvent aller chercher toutes les formations qu'ils veulent pour se former encore à côté. Et on leur suggère fortement de le faire parce qu'il y a un tas de notions que l'on n'a pas en psychologie, etc. Et les avocats les plus intéressés le font, et la majorité le font. On a juste un petit problème de contrôle là-dessus, où on est encore, je vous dis, en train de travailler avec le Conseil de l'ordre, parce qu'on veut effectivement avoir une formation irréprochable, parce qu'actuellement, on a des difficultés avec les associations de parents, Father for Justice et compagnie, qui contestent la formation des avocats pour mineurs et qui, évidemment, posent difficulté, et on veut enlever cette aiguille, cette épingle du pied en faisant une formation qui tient la route, plus que celle que l'on a actuellement. Donc on y travaille sérieusement et je pense qu'on va y arriver là maintenant. Dans les 2 prochaines années, on devrait avoir quelque chose qui tient vraiment. Simplement, notre barreau est un barreau généralistes avec des idées, ils ne veulent pas catégoriser les avocats, donc on ne peut pas se prétendre que, ne peuvent pas se prétendre avocats pour mineurs que les avocats qui ont fait la formation. Les autres avocats peuvent défendre des mineurs puisque notre barreau est un barreau qui estime que à partir du moment où on se sent capable de prendre un mandat, on peut le prendre. Ça nous pose un gros problème. Oui. Ah oui, parce que les responsabilités... Mais les magistrats ne nomment jamais d'autres avocats que ceux qui sont sur la liste. Ok, oui. Mais les parents peuvent choisir eux-mêmes un avocat pour leur enfant. Si les 2 parents sont d'accord avec le nom de l'avocat, ils peuvent eux-mêmes aller chercher un avocat, ils le payeront. Et là, notre barreau ne peut rien dire contre cela. Oui. Ouais. C'est déjà une autre histoire. Oui. Il y en a d'autres. Il faut bien qu'ils aient quelques failles quand même. Il n'y a pas d'excuse de minorité. Je suis méchante. Il n'y a pas d'excuse de minorité au Luxembourg. Voilà. Je me permets de faire descendre un petit peu. Non, mais il y a des avantages et des inconvénients partout. Eh bien, mille merci, mille merci. On peut
peut-être on fera un colloque entier sur la question de l'écoute de l'enfant en protection de l'enfance, et au-delà de ça, le statut de son défenseur, de celui qui l'écoute, le lieu de l'audition, la prévention. Merci pour ces éclairages vraiment passionnants, la mise en perspective de l'enfant aux affaires familiales, en assistance éducative au Luxembourg et en France.